Voilà. Bonsoir les rôlistes. Euh, Bonsoir YouTube pour ceux qui regarderont du coup la vidéo en replay. Et donc, je recommence du coup les vidéos consacrées aux jeux de rôle sur la chaîne. Et on va commencer en fait avec un petit feuilletage d'un PDF que j'ai reçu du coup il y a un peu plus d'un mois, mais que j'ai à peine survolé, qui est donc le PDF de All Gods of Appalachia, du coup le dernier jeu de Montecook Games. Alors, hop, je laisse un peu la musique. J'ai un peu du mal à m'entendre. Hop. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui passe dans le chat, s'il peut me dire s'il m'entend bien par-dessus la musique, s'il entend la musique, ça serait aussi bien. Donc pour remettre un petit peu de contexte sur le jeu, en fait, All God of Appalachia. Alors déjà on va parler un petit peu de Montecook. Alors si vous ne connaissez pas Montecook Games, à la base Montecook ça a été un designer game designer qui a bossé beaucoup sur la 3e édition de Donjons et Dragons et la 3.5. Il avait même du coup conçu un certain nombre d'alternatives en fait grâce à l'OGL. Entre autres, il avait fait une version Monde des Ténèbres à la demande de White Wolf pour utilisant donc la 3e édition de Donge. On a eu aussi sa version donc de Donjons et Dragons avec Arcana Evolves, qui était donc pensé sur voilà plus de souplesse, encore plus de plus en fait. C'était un petit peu Donjons et Dragons 3 avec plus de peuples, la possibilité pour les peuples d'augmenter leur niveau. Donc en plus donc de la classe de personnage, on pouvait avoir des niveaux de race qui introduisaient en fait des mutations, des transformations en personnages. Les classes de personnages étaient toutes originales, même si on retrouvait un certain nombre de rappels des classes de donge, et montaient, je crois, jusqu'au niveau 30. Pareil, la magie était était entièrement refaite et donc chaque sort pouvait, entre autres, être bidouillé, se voir adjoindre des capacités supplémentaires et ainsi de suite. C'était moi personnellement, je l'ai trouvé très cool cette version de Donge, tant qu'on aime effectivement le côté ultra machine c'est machine à gage, je crois qu'on dit de la 3e et de la 3.5. Du coup, il a fait ça, et par la suite, il a fondé donc Montecook Games, si je dis pas de bêtises, et il a commencé à sortir des jeux utilisant un système original. Le premier, ça a été Numenera, qu'en France on a traduit par Black Book Edition. Du coup, qui était un jeu de science fantasy, on va dire, même si en gros c'est il pousse le curseur de la loi de Clarke à fond. Vous savez l'expression toute science suffisamment avancée par rapport aux connaissances du monde est indissociable de la magie.
Donc il a pris en fait ce postulat et il a fait Numenera, qui est en fait censé être la Terre 1 milliard d'années dans le futur. Euh, donc une Terre où les habitants vivent plus ou moins comme au Moyen Âge, mais qui est remplie de miracles technologiques qui du coup sont indissociables de la magie. Des pouvoirs psy, des systèmes comment dire, de nanites en fait qui peuvent être contrôlés inconsciemment par certaines personnes, ce qui leur donne l'impression d'avoir des pouvoirs magiques, mais en fait c'est des nanotechnologies qui réorganisent en fait le monde autour d'eux. Mais voilà, c'est Numenera. Et du coup, Numenera a eu pas mal de succès. Il a sorti donc un deuxième jeu qui s'appelle The Strange, qui est basé, lui, sur une idée de multiverse et de voyage entre les univers. En fait, on a un personnage, mais qui va quand il va aller dans un autre univers, en fait, il va se transformer pour s'adapter à cet univers. C'est une espèce un petit peu de sliders, et ça permettait du coup de, de changer un petit peu de personnage, puisque donc dans chaque univers qu'on va découvrir, il y a une facette du personnage qui va se transformer. Du coup, je sais que Numenera a bien marché, assez en tout cas pour qu'il y ait une deuxième édition. Il y a donc comment dire, The Strange, je suis pas sûr qu'il ait super bien marché, même s'il y a eu quand même une petite gamme qui est sortie qui était pas trop mal. Mais surtout, il a pris le système qu'il a développé pour Numenera et The Strange et il en a fait un jeu de rôle, comment dire, générique qui s'appelle le Cypher System. Et le Cypher System, donc, le but c'était d'avoir un système, un système générique, donc gros bouquin, et il y a plein de suppléments. Et All God of Appalachia est un jeu de rôle donc, qui utilise le Cypher System. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, jeu et lié à Montecook. Et de l'autre côté, All God of Appalachia, c'est une série de podcasts d'horreur qui est, à ma connaissance, disponible qu'en anglais. J'ai essayé d'en écouter quelques-uns, mais autant j'ai aucun souci avec l'anglais écrit, autant l'anglais oral, je dois avouer que c'est parfois problématique. Du coup, effectivement, ça a l'air super intéressant. Et comme vous allez le voir dans le jeu, il y a vraiment un lore qui est développé, qui est franchement cool. Mais du coup, je ne pourrais pas donner mon avis sur le podcast, puisque le podcast, je ne l'ai pas écouté. Hein. J'ai essayé, mais voilà, j'y arrive pas. À noter, après la sortie du coup du Kickstarter, donc pour le jeu de rôle God of Appalachia, le fait que ce soit adapté d'un podcast, j'avais sorti un petit peu une tech un peu éclatée sur Twitter en mode tiens, c'est vrai que les podcasts fantastiques et horreur aux États-Unis, il y en a des tonnes, et bah, ça pourrait être une super source de comment dire, de matériel de licence en fait à adapter. Puisque on a déjà plein de jeux adaptés, donc de jeux vidéo, de films, de séries, mais c'est vrai que les podcasts, c'est des choses qui n'ont jusqu'à présent, je crois qu'il y avait que le jeu de rôle. Il me semble qu'il y en avait un qui utilisait le Eden, le système du jeu de rôle Buffy et Angel. Que je me rappelle. Alors attendez, c'était quoi déjà? Du coup, Buffy RPG, il utilisait quoi déjà comme système? Buffy RPG, il utilisait Eden Press, mais le système de Buffy, c'était quoi déjà? C'est le Unisystem, le cinématique Unisystem, voilà. Et du coup, l'Unisystem, hop.
Voilà, et il me semble du coup que le seul jeu de rôle, à ma connaissance, officiel, qui adaptait un podcast, ou plutôt à l'époque, en fait, c'était clairement une série en fait de. On disait pas podcast à l'époque, on disait fiction. Comment dire euh, Mince. Fiction audio, je crois, mais du coup qui était coécrit par Amber Benson, que vous connaissez peut-être, puisque c'est elle qui joue Tara dans Buffy. Il y a une filiation non seulement avec Buffy en jeu de rôle, puisque ça utilise le même système, mais il y a aussi une filiation entre comment dire, le média initial, Ghost of Albion, et Buffy, puisque Amber Benson a joué dans les deux. Et a coécrit donc Ghost of Albion. Donc, à ma connaissance, il n'y avait que Ghost of Albion qui avait eu droit à une adaptation en jeu de rôle de cette forme en fait de fiction audio. Et donc j'avais sorti comme tech, effectivement, que avec la sortie de All God of Appalachia, bah il y avait peut-être un boulevard en fait à exploiter, puisque du coup il y avait toute cette masse cette masse de médias en fait, puisque le récit, la fiction en fait, audio, podcast, d'horreur et de science-fiction ou de fantastique aux US, c'est un truc énorme. Il y en a des tas et de très bonne qualité. Hein. Et du coup, j'avais sorti, oui, bah après ça se trouve, on verra plein de jeux de rôle adaptés maintenant de podcasts. Puisque du coup, c'est des licences en fait qui sont peu exploitées et sur lesquelles en plus on a souvent un lore, un univers qui est très développé. Donc effectivement, c'est du pain béni pour des auteurs de jeux de rôle qui du coup peuvent aller piocher dans un lore extrêmement riche pour nous faire l'univers de leur jeu de rôle. Et en fait, bah, j'avais pas trop tort, puisque bah, Monteku, qui est en train, là, vient de lancer un nouveau Kickstarter pour un autre jeu tiré, donc toujours utilisant le Cypher System, donc tiré d'un autre podcast s'appelle. Je regarde là. Voilà, The Magnus Archive. Euh, donc, alors, il est pas encore lancé. Il se lance prochainement. Voilà, alors, c'est pas un Kickstarter, du coup, ça va être directement via BackerKit, qui est une alternative à Kickstarter. Mais du coup, voilà, on a Montecook donc qui nous refait en fait un deuxième jeu de rôle donc basé sur une série de podcasts. Et à côté de ça, il y a un autre éditeur qui est l'éditeur qui a fait les versions jeux de rôle de Power Rangers, G.I. Joe et Transformers. Par contre, je ne sais pas si ça va utiliser le même système. Il va nous faire l'adaptation de Welcome to Night Vale, qui est donc qui est un énorme truc aux US, quoi. C'est, je pense, sûrement l'un des podcasts les plus connus de fantastique. Et qui a du coup en plus eu quelques épisodes traduits. Je vous invite du coup à aller écouter Bienvenue à Val Nuit. Je crois que c'est ça la traduction. Hop, Val Nuit. Voilà, bienvenue à Val Nuit. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop.
Salut Irissi, comment tu vas? Est-ce que tu m'entends bien? Parce que du coup, comme je n'avais personne avec qui interagir, du coup, je ne savais pas. Et oui, 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 je l'aime. J'aime Val Nuit. Enfin, j'aime la version française. Mais du coup, ouais, j'ai eu la surprise, comme j'expliquais, effectivement, j'avais sorti un petit peu la tech éclatée, genre, bon, bah c'est bon, maintenant que Montecook a lancé la mode, on va avoir des éditeurs qui vont faire des adaptations de podcasts en jeu de rôle, et dans les faits, bah Montecook, ils en sortent un deuxième, et donc je crois que c'est Rebel Press, ceux qui font Val Nuit. Et je regarde, Night Vel RPG. Non. Hop, Night Vale RPG. Renegade Game, pas Rebelle. Renegade Game, donc qui a déjà fait les adaptations de Transformers, G.I. Joe et Power Rangers en jeu de rôle, qui va nous faire une adaptation de Night Vale. J'attends de voir. Je dois avouer, je suis très curieux. Mais voilà, du coup, un petit peu pour le contexte. Donc, le All God of Appalachia, ça a été fait. Le Kickstarter de mémoire, il s'est terminé en avril ou mai 2022. C'était prévu donc pour une remise aux financeurs en mars 2023. On a reçu, si je dis pas de bêtises, le PDF final en juillet 2023. Celui donc que je vais vous montrer. Et le jeu, il est sorti, je crois, sur Drive-Thru RPG et via le site donc de Montecook en août 2023. Donc, globalement, ça a été une campagne Kickstarter qui s'est plutôt bien déroulée, hein, puisque le jeu est sorti avec très peu de retard quand on compare à ce à qu'on a l'habitude, effectivement, pour les sorties de jeux en financement participatif. Oui, oui, voilà, c'est honnête comme délai. Quand on voit certains projets qui ont parfois des années de retard, sans explication, sans suivi, là, non seulement on avait en plus un point mensuel, si je dis pas de bêtises, mais en plus, ouais, ils avaient annoncé une sortie en mars. Le bouquin, je crois que la première version, on a dû l'avoir en avril ou mai. Euh, donc, ouais, franchement, je me disais, enfin, un an pour constituer écrire un jeu complet, ça, vu qu'à quand ils ont lancé le projet, il y avait juste un petit, tout petit livret en fait qu'ils avaient créé, mais le gros du bouquin, il n'était pas écrit, quoi. Après, ils sont partis, ils ont le système du jeu, il était déjà écrit puisque c'est le système Cypher. Et ça, je vais en reparler. Et voilà. Donc du coup, voilà, on va feuilleter un petit peu ce All God of Appalachia. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu posé le contexte de Montecook Games et du podcast. Donc voilà un petit peu le bouquin. Et je trouve cette couverture, je la trouve superbe. Franchement, c'est un des trucs qui m'a un petit peu poussé à m'intéresser au jeu. Quand j'ai vu le visuel en fait passer sur la page Kickstarter, ça a fait dingue. Je sais pas pourquoi, mais ce visuel là du cerf là avec ses bois dorés, ça colle tout de suite. Donc là, ce que je vous présente évidemment, c'est la version PDF. Je n'ai acheté que la version PDF. Je n'ai pas acheté la version physique parce que les jeux Montecook, ils ont tendance à être un peu chers et avec les frais de port depuis les États-Unis, ça, enfin, j'ai besoin de mes deux reins. Hein. Voilà. Donc j'ai pris que la version PDF. On verra si un jour
Il y a une traduction peut-être par Black Book, on ne sait jamais, même si ça m'étonnerait, puisqu'ils n'ont pas fait par exemple la traduction du Cypher System. Mais bon. Donc, comme d'hab avec les bouquins de Monte Cook, c'est très... vous allez voir la façon dont c'est présenté, c'est à chaque fois leur bouquin, c'est un petit... Enfin, moi, c'est des bouquins que je mets en exemple en termes de mise en page, parce que vraiment, il y a un bouquin, il y a un travail qui est fait sur la mise en page que moi, je trouve toujours très bon dans leurs bouquins. Mais du coup, voilà, il y a évidemment tous les signets qui sont extrêmement complets. Hein. Voilà. Donc, on va pouvoir aller un petit peu explorer tout ça. Alors, du coup, on va juste repasser en... Hop. En ajuster à la largeur pour que qu'on puisse y voir un petit peu quelque chose quand même. Avec supplément de tentacules, hein. Oui, on va voir, mais ça s'inscrit dans la lignée des jeux Lovecraftiens, même si c'est pas que ça, heureusement. Alors, bon, les crédits, hein, on va peut-être pas revenir dessus. Donc, déjà, qu'est-ce que je disais à propos des, comment dire, du travail qui est mis sur les PDF des jeux Monte Cook Games. Dès le départ, vous avez une table des matières avec des liens hypertextes. Et ça, mais pourquoi vous faites tous pas ça, quoi? C'est rien que ça change la vie du meneur de jeu en pleine partie, ou même pendant préparation de partie. C'est, voilà. Après, bon, par contre, effectivement, ça reste très succinct. Par exemple, les règles du jeu, si tu cherches un point de règle particulier, bah, mieux vaut dans ce cas-là, effectivement, ressortir, hop, les signets, et là, effectivement, t'as vraiment le détail. Voilà. Alors, bon, l'introduction par contre, l'introduction écrite par les auteurs, non pas du jeu de rôle, mais du podcast. Du coup, effectivement, c'est intéressant. Après un sommaire à 12 niveaux, c'est pas pratique non plus. T'as tout à fait raison, ici. Et c'est là, effectivement, que les signets, en fait, prennent tout leur intérêt. Mais effectivement, un sommaire... C'est pour ça, en fait, que j'aime bien quand un bouquin a genre un sommaire au début et un index à la fin. Voilà, si tu veux naviguer rapidement, t'as le sommaire au début pour on va dire les gros blocs, et puis après à la fin t'as vraiment l'index qui rentre dans le détail. Faudra qu'on regarde d'ailleurs s'il y a un index à la fin. Je trouve les illustrations très sympas, moins impactantes que celle de la couverture, mais je les trouve quand même très bien foutues. Donc évidemment, comme toujours, on a une petite présentation, voilà, du jeu et tout ça. Donc, voilà, à revenir. Donc, The All Gods of Appalachia, le jeu de rôle, c'est un jeu basé dans des Appalaches alternatives. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, les Appalaches, c'est une grosse chaîne de montagnes aux États-Unis qui de mémoire, voilà, qui traverse en fait tout l'est, voilà, de l'Amérique. Voilà, les Appalaches sont une chaîne de montagnes située dans l'est de l'Amérique du Nord et s'étendant de Terre-Neuve au Canada au nord jusqu'au centre de l'État de l'Alabama au sud. Elle culmine au mont Mitchell à 2037 mètres en Caroline du Nord.
Donc voilà, c'est une énorme chaîne de montagnes, puisque on est sur une chaîne de montagnes qui est à l'échelle d'un continent. Et dites-vous, hop, là, je vais juste vite fait basculer. Je peux juste vous partager vite fait le truc. Hop, si je rajoute capture, capture navigateur web, voilà. Il veut pas, pourquoi il veut pas me le prendre? Voilà, URL. Voilà. Donc, voilà les Appalaches. C'est l'espèce de gros bloc marron. Donc, si vous avez un peu conscience de la taille des États-Unis, par rapport à, si on prend en exemple la taille de la France, par exemple, vous voyez la taille de cette chaîne de montagnes par rapport à la taille des États-Unis, vous vous rendez compte un petit peu de la taille de l'espace de jeu déjà. Donc voilà. Voilà. Donc, on a dit un jeu d'horreur qui se passe dans des Appalaches alternatives du début des années 1900. Donc des Appalaches remplies de ténèbres et de désirs incompréhensibles. Et donc, effectivement, un ensemble de récits racontant l'horreur, les difficultés, l'espoir, le cœur, donc on va dire les sentiments, où chaque choix requiert un sacrifice et où les promesses te lient. Et donc, justement, l'idée, c'est de prendre ces stéréotypes. Faut voir que les Appalaches au niveau des États-Unis, c'est un petit peu, c'est pas aussi mal vu que le Midwest ou le Sud où vous allez avoir ces rednecks, mais c'est quand même vu comme une zone un petit peu entre guillemets arriérée. Rempli de communautés isolées au milieu des montagnes et tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement jouer justement sans, en mettant de côté ces stéréotypes et découvrir en fait tout ce qu'il y a de l'héritage et les cultures des peuples des Appalaches. Donc aussi bien les peuples natifs que les peuples colons qui sont venus s'installer plus tard, et ainsi de suite. Du coup, voilà, on est sur ça. Donc, ils disent très clairement que le jeu est basé sur le podcast, qu'ils ont travaillé avec les créateurs, mais qu'ils ont aussi choisi d'altérer certains éléments pour les rendre jouables, pour que ce soit jouable en jeu de rôle. Voilà. En gros, le jeu de rôle a son propre canon. La petite mention pour rappeler que c'est un jeu de rôle d'horreur. Donc, évidemment, vous utilisez les outils sur le consentement et la sécurité émotionnelle. Ça, je pense que c'est indispensable, même si je sais que ça en fait rager certains. Mais voilà. Bon, les trucs classiques hein, sur qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir écouté le podcast pour pouvoir jouer? Est-ce qu'il faut connaître les Appalaches pour pouvoir jouer?
Mais bon, donc ils expliquent que non, évidemment, faut pas avoir écouté le podcast, faut pas connaître particulièrement les Appalaches pour pouvoir faire jouer au jeu. Il y a tout ce qu'il faut dans le bouquin pour que celui-ci soit indépendant. Voilà. Avec le petit chapitre que j'aime toujours lorsqu'on est sur un jeu qui est une adaptation d'un autre média, à savoir ne pas être le setting lower. Ce que moi j'appelle ne pas être le connard qui va pourrir le plaisir en fait des autres joueurs. C'est le setting lower, c'est la personne qui va vous sortir en pleine partie de Star Wars que non, tel personnage ne peut pas avoir un sabre laser, fuchsia parce que ça n'existe pas et que voilà, il y a ou que il ne peut pas y avoir tel personnage parce que sur cette planète ils ne sont jamais venus. On ne peut pas avoir d'Ewok Jedi parce que voilà. Donc, comme évidemment, le jeu est tiré à la fois dans plus d'un setting réel, à savoir les Appalaches, et mais c'est cool le fuchsia. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait pour le sabre laser fuchsia. Plus, on a quand même l'exemple du sabre laser rose mauve de Mace Windu qui prouve que on peut avoir autre chose que du bleu, du vert, du rouge et du jaune. Donc voilà. Let's go le sabre laser fuchsia. Fuchsia. J'arrive pas à prononcer fuchsia. Mais voilà, donc effectivement, il y a comment faire. Rappelez-vous que c'est qu'un jeu et que vous êtes pas là, vous êtes là pour que tout le monde apprécie de jouer ensemble. Ça reste quand même la base. Après, comme ils disent, il y a des choses qui ne collent pas. Par exemple, insérer un téléphone portable dans un setting des 1920, c'est pas ça colle pas. Sauf si justement il y a des histoires de voyage dans le temps. Mais bon. Donc il y a régulièrement aussi des extraits du podcast. Donc on revient. Donc là on arrive directement dans le vif du sujet avec ok, comment ça se joue. Enfin, du coup on va avoir le Cypher System, comment ça se joue. Du coup, je vais en profiter vite fait pour faire un petit aparté sur le Cypher System lui-même, qui est un système de jeu qui est quand même super simple dans son idée. En gros, chaque tâche qui nécessite un jet de dés a un niveau de difficulté allant de 1 à 10. De ce niveau de difficulté, on dérive en fait le jet à obtenir. En gros, le jet sur un dé de 20 doit être supérieur ou égal à 3 fois la difficulté. C'est-à-dire que si une action a une difficulté de 1, il faut faire plus de 3. Une difficulté de 4, il faut faire plus de 12. Et une difficulté de 10, il faut faire égal ou supérieur à 30. Sur un des 20. Ouais. Donc évidemment, derrière, c'est là où les capacités spéciales des joueurs, des personnages vont intervenir. C'est qu'en gros, les compétences, les capacités spéciales, les outils et tout ça vont pouvoir permettre de réduire le niveau de difficulté. Et c'est comme ça qu'on peut espérer réussir des actions donc qui à la base ont une difficulté, un niveau de difficulté de 7 ou plus, qui introduit normalement une difficulté de 20, un jet de dés de 21 ou plus. Mais bon.
Donc voilà, c'est grosso modo le système de jeu. Sachant que seuls les joueurs lancent les dés. Le meneur de jeu ne lance pas de dés. Euh, Quand par exemple il y a un ennemi, il est comme n'importe quelle tâche, l'ennemi a un niveau. Par exemple, ça peut être un flic avec un de niveau 3. Et quand on l'attaque, il faut faire plus donc que la difficulté de niveau 3, donc il faut faire plus de 12 pour l'attaquer. Et quand il vous attaque, il faut faire 12 ou plus pour réussir à échapper à son attaque. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Petit glossaire. Quand est-ce qu'on jette les dés, comment fonctionne le combat. Un petit rappel que dans le Cypher System, vous ne gagnez pas de points d'XP en tuant vos ennemis ou en surmontant des... Comment dire, des challenges standards. Vous gagnez des XP en faisant des découvertes. Oui. Le Cypher System, c'est un système qui est assez reposant pour l'AMJ. Puisque du coup, t'as pas à faire de jet de dés, t'as juste à déterminer, en gros, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la difficulté de la tâche ou la puissance de l'ennemi auquel les personnages vont faire face. Et à partir de ce moment-là, bah, t'as tout qui dérive de ça. Parce que pareil, en fait, les points de vie des ennemis, c'est égal à 3 fois leur niveau. Voilà, c'est ainsi de suite. Donc voilà, effectivement, on va voir que une action standard qui requiert un petit peu de concentration, mais que la plupart des temps des gens peuvent réaliser, c'est une difficulté de 2, donc il faut faire 6 ou plus. Voilà. Sachant donc qu'avec les bonnes compétences et tout ça, ça devient une formalité, il n'y a même pas besoin de jeter les dés. Il y a des petits effets spéciaux quand on fait un 19 ou un 20 naturel. Des critiques, hein. Ça peut être faire plus de dégâts en combat, mais en dehors des combats, ça va être peut-être qu'on va faire l'action plus rapidement, ou on va en retirer un avantage supplémentaire, ce genre de choses. Et donc on va gagner des points d'XP. Les points d'XP servent non seulement à la progression du personnage, mais servent aussi de points d'héroïsme, puisqu'ils permettent à tout moment de relancer un dé, un jet de dé. Pareil, ce cerf là avec les bois dorés, il me hante. Depuis que j'ai vu l'illustration de couverture, il me hante. Et il y a les ciphers, qui donnent donc son nom au jeu. Donc les ciphers, c'était un principe qui est apparu dans le jeu de rôle Numenera. Il s'agit en fait de l'idée, en fait, les personnages joueurs, on va le voir un petit peu tout à l'heure, ils ont relativement peu de capacités qui leur sont propres, du moins pour les personnages débutants. Par contre, ils vont avoir accès à des ciphers. Donc les ciphers, ce sont des objets à usage unique, ou des capacités à usage unique. Et du coup, les joueurs sont encouragés à les utiliser, et le meneur de jeu est encouragé à en distribuer régulièrement. Et du coup, et certains peuvent être très très puissants, mais du coup, c'est utilisable une seule fois. Et du coup, c'est vraiment le truc qui va permettre aux joueurs et aux MJ d'introduire un petit peu de capacité hors norme dans le système de jeu. Et les artefacts, en gros, c'est la même chose que les ciphers, mais réutilisables. Voilà, c'est un objet, entre guillemets, un objet magique. Même si dans les faits, ça peut être juste un objet technologique qui va s'utiliser régulièrement. Donc, un petit encart sur le consentement et les outils de sécurité émotionnelle. Et donc on va passer, alors Welcome to the Family, et bien justement on va passer au personnage. Donc parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu?
Bon, on va pas on va pas tout de suite rentrer là-dedans. Ça va d'abord présenter les différentes stats. En gros, il s'agit de pools de points que les personnages peuvent dépenser pour activer leur capacité spéciale pour faire ce qu'on appelle un effort, c'est-à-dire ils dépensent des points d'un des pools. Donc il y a 3 pools, hein, puissance, célérité et intellect. Et par exemple, si un personnage cherche à esquiver quelqu'un qui cherche à l'attaquer, logiquement, il va pouvoir dépenser des points de speed, de célérité, pour faire un effort et diminuer la difficulté d'une tâche liée à la célérité. Et là où c'est amusant, c'est que donc c'est des points qui peuvent être dépensés pour améliorer ses chances de réussir une action, mais c'est aussi en fait plus ou moins les réserves de points de vie, on va dire. Il n'y a pas de point de vie indépendant, c'est quand le personnage se fait taper, en fait il perd des points dans une de ses réserves. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différentes capacités, mais voilà, il y a des petites subtilités qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir un avantage qui vous permet de diminuer le coût en fait de vos capacités spéciales ou de l'effort que vous faites en fonction de quel pool vous tirez vos points. Et du coup, on rentre là, ça parle aussi ce qu'on appelle les tiers. Alors, le tiers de personnage, en gros, c'est le niveau. Voilà. Il y a 6 tiers de personnages, mais il faut savoir qu'un personnage de niveau 1 est déjà très compétent. Hein. Il y a pas, voilà, comme ils disent, il n'y a pas de progression de 0 à héros. Hein. Mais voilà, ton personnage devient juste un peu plus compétent au fur et à mesure des niveaux et gagne des capacités spéciales liées à son type et à son focus. Mais ça, j'y reviens après. Et donc, comment on crée un personnage ? Eh bien, en fait, on va créer un personnage en créant une phrase qui est composée du type de personnage, d'un descripteur, qui en fait, on va voir qu'ils sont une liste d'adjectifs qui définit le personnage, et un focus qui indique un petit peu quelles sont ses capacités spéciales. Et donc c'est relativement simple en fait de créer un personnage dans le Cypher System. Donc il donne quelques exemples, voilà, de comment tu peux composer ta phrase en fonction du type de personnage que tu veux jouer. Mais du coup, voilà, on peut si on veut jouer par exemple donc je peux faire une meuf en robe à tournure qui se bat avec des épingles à chapeau. Oui, bien sûr. Sachant que connaissant Monteku, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir un chapitre dans le bouquin qui explique qui explique qu'il faut pas respecter en fait ce qu'on attend du début du XXe siècle, ça veut dire entre autres ne pas hésiter à casser les clichés sexistes et racistes qu'on peut avoir sur l'image d'une Amérique du début du XXe siècle. Donc là, ça explique, voilà, ça donne des compétences, des exemples de compétences, mais ce ne sont que des exemples. Et donc, on va venir, voilà, première brique en fait qui va créer le personnage, c'est le type. Le type, en gros, ça va être la classe du personnage. Ça va se séparer entre 4 grands types qui sont le protecteur, en gros le combattant, le sage, le sage ici, il y a ce sous-entendu magique d'être lié à la magie un petit peu des Appalaches.
l'explorateur et le speaker qui est en gros la personne qui parle. Mais et du coup, il donne à chaque fois des exemples de métiers qui vont avec ça. Par exemple, le protecteur, ça peut être par exemple un garde du corps, un boucher, le shérif, mais ça peut être aussi tout simplement un bûcheron. Quelqu'un, donc le protecteur, ça va être plutôt voilà, quelqu'un de costaud, orienté vers l'action physique. Et du coup, pour chaque type, donc comme je le disais, c'est effectivement en gros une classe de personnages. Vous allez avoir les valeurs de base dans les 3 caractéristiques et des capacités à déterminer. Donc en gros, très logiquement, hein, c'est assez un cliché. Une modiste. Mais voilà, très logiquement, le protecteur, il sait se battre avec plus ou moins n'importe quelle arme. Et par contre, il n'est pas doué dans la compréhension et dans l'utilisation de la magie. Et à côté, vous allez choisir des capacités. Donc, par exemple, le protecteur, il commence avec... avec 4 capacités dans la liste. Hein, que ça peut être, voilà, le fait de... comment dire, après avoir utilisé une arme légère de lancer, tu dépenses 2 points de speed et hop, tu sors une deuxième arme de même type et tu fais une deuxième attaque. Voilà, c'est chaque capacité, voilà, est différente. Ce qui fait que du coup, même en prenant, il est parfaitement possible pour 2 joueurs de choisir le même type sans que ça soit un problème. Puisque derrière, en fait, donc il y a déjà les capacités qui vont changer un petit peu le gameplay d'un protecteur par rapport à un autre protecteur, mais comme on va le voir sur les 2 chapitres suivants, il y a surtout le descripteur et le focus qui vont très sérieusement marquer le personnage. Et du coup, 2 protecteurs vont avoir rien à voir. Donc évidemment, on va passer vite fait les pages, puisque là, du coup, ça décrit l'évolution du protecteur sur les 6 tiers dont je parlais, plutôt les 6 niveaux. Un exemple de personnage. Il a un bras mécanique, non? J'ai pas rêvé? Ah oui. Ah non, c'est... d'accord. Ça reste une prothèse relativement réaliste. Je m'attends... j'ai eu peur qu'il ait un gros bras mécanique, mais... Donc comme je disais, le sage, lui, va plutôt effectivement être celui qui va être lié un petit peu au pouvoir. Donc ça peut être tout bêtement la mamie qui fait des plats bizarres qui redonnent de la santé à tout le monde dans sa famille. Mais évidemment, ça peut être le médecin qui a ouvert le bouquin de trop, ce genre de choses. Voilà, ils peuvent même considérer que leur pouvoir ne relève pas du tout de la magie. Et voilà. On a le sage. Ah. Encore une fois, un exemple de personnage. L'explorateur, donc très logiquement le personnage tel qui va effectivement les bons petits plats de mamie, les légumes du jardin de papy, c'est exactement ça. Tu peux avoir un personnage qui soigne ou qui obtient des effets juste en faisant des petits plats assez chelous. Voilà. Donc l'explorateur qui est aussi un rôle orienté vers l'action et tout ça, mais moins vers le combat que le protecteur, et plus vers voilà, la découverte de nouveaux lieux. Mais du coup, effectivement, il va avoir
quand même des capacités qui vont peut-être être un peu moins orientées combat et un peu plus vers le déplacement ou le fait d'avoir un compagnon animal, de connaître toujours quelqu'un en fait quand il se pointe dans une communauté et tout ça, il a toujours un cousin, un ami qui est forcément là. Donc voilà. Et le dernier, ça va être le speaker. Donc ça va être tous ceux qui sont un petit peu les gens qui sont un peu doués avec les mots ou doués avec les gens. Donc ça peut être effectivement le maire d'une communauté, le prêcheur, même le simplement, on est au début du XXe siècle, donc ça peut être effectivement un syndicaliste qui essaye le colporteur, oui, mais ça peut être, comme je disais, effectivement le syndicaliste qui essaye de créer un syndicat de mineurs dans les Appalaches au début du XXe siècle. Ça peut être un rôle qui peut être super intéressant, puisque à l'époque, il y avait euh, véritablement Enfin, on est quand même à une époque où la Pinkerton, elle était déjà là pour casser littéralement physiquement des grévistes, quoi. Et donc, bah, lui, il va avoir des capacités peut-être plus liées effectivement au fait de booster peut-être plus de soutien ou ce genre de choses. Mais genre anecdote, capacité de soutien, mais vraiment, t'as forcément une anecdote sur ce qui se passe. Et du coup, tous ceux qui t'ont écouté pendant l'heure qui suit, ils sont entraînés. Ils ont la compétence dans une tâche que tu choisis et qui est liée à l'anecdote. Est-ce que je vous ai raconté de la fois où je me suis perdu dans la forêt et où j'ai été obligé de me survivre en léchant de la mousse sur les rochers? Voilà, et tout le monde devient capable de lécher de la mousse sur les rochers. Donc voilà, ça c'était pour les types. Donc 4 types déjà, qu'on va multiplier par les descripteurs. Donc les descripteurs, c'est un adjectif qui veut définir un petit peu le personnage. Et là, vous voyez qu'il y a, boum, il y a tout ça. Et déjà, vous vous dites qu'entre un protecteur loyal et un protecteur discret, déjà on commence à avoir deux personnages bien différents. Donc le descripteur, lui, il va avoir surtout un effet au premier niveau, hein, enfin au début de la partie, puisqu'il va en fait définir certaines capacités, certaines compétences supplémentaires, certains points supplémentaires dans les poules, parfois un équipement particulier. Bah, par exemple, si tu joues un personnage charmant, tu vas commencer avec 2 points de plus dans ton pool d'intellect. Être entraîné dans les tâches qui impliquent en fait le fait d'avoir une relation sociale positive ou plaisante. Tu es pas aussi résistant toi-même au fait d'être manipulé et charmé. Tu as un contact influent, mais par contre, effectivement, t'es pas doué pour retenir des choses plus factuelles, plus basées. Donc, effectivement, t'as un malus pour les jets, pour retenir du lore ou ce genre de choses. Voilà. Mais du coup, effectivement, ça, rien qu'avec ça, ça démultiplie déjà le nombre le type de personnages que vous pouvez créer, puisque voilà, même avec un protecteur, deux protecteurs peuvent déjà avoir deux speakers peuvent avoir deux descripteurs complètement différents. Donc on va rapidement passer. Donc oui, il y en a quand même un paquet. Hein, y a de quoi faire. Et derrière, on va avoir vraiment ce qui va mettre les personnages à part les uns des autres, c'est le focus.
Le focus, c'est la troisième partie. Donc, comme je vous disais au départ, vous créez un personnage en choisissant. Je suis un type, donc je suis un protecteur, je suis un sage, un descripteur, je suis un protecteur discret, je suis un sage charmant, et le focus, ça va être la troisième partie. Ça va être je suis un protecteur discret qui, et là, on va prendre, voilà, je suis un protecteur discret qui navigue dans les ténèbres. Je suis un protecteur discret qui tire de façon précise. Et du coup, ça va déterminer un petit peu vraiment les capacités spéciales du personnage. Et la particularité, c'est que 2 joueurs ne peuvent pas choisir le même focus. Donc ça va vraiment mettre à part les deux personnages ayant le même type, ayant même des descripteurs proches. Mais vraiment le focus, voilà, ça va permettre de définir des capacités spéciales. Et du coup, à chaque fois, il y a chaque focus introduit comment lier votre personnage à un autre personnage, l'éventuel équipement particulier, les intrusions, ça j'en ai pas parlé, mais en fait dans le système de jeu, le MJ peut choisir de dire à un moment au joueur, bon, c'était pas prévu, mais j'ai une idée pour vous pourrir un petit peu la situation de votre personnage, et en échange vous gagnez un XP. Et du coup il peut baser ses intrusions entre autres sur le focus. Par exemple, effectivement, le focus Please Himself, donc c'est quelqu'un en fait qui se jette à 100% dans ce qu'il fait. Et du coup, effectivement, il peut effectivement dire que finalement ce que tu avais appris, ce sur quoi tu t'étais concentré était faux, et du coup ça part en cacahuète. Et du coup à chaque tiers, le focus donne une capacité spéciale, une ou plusieurs capacités spéciales. Donc il y en a certains qui sont très très terre à terre, hein. Par exemple le personnage qui s'est tiré, voilà, c'est juste tu vas jouer le cow-boy qui ne rate jamais sa cible. Et puis il y en a d'autres comme Become the Beast. Et là, c'est littéralement tu te transformes en animal. Et donc le focus, c'est pas lié du tout à un type ou à un descripteur particulier. Donc tu peux parfaitement jouer à un gros bourrin qui se transforme en animal, comme tu peux jouer à un charmeur qui se transforme en un animal mignon ou autre. Avec les différentes capacités. Voilà, donc là, il y a vraiment des capacités spéciales. On peut créer des objets puissants qui soignent ce qui te bouffe, qui défend ce qui est important. Voilà, il y a de quoi faire. Donc autant dire que la création de personnages, comme je l'ai dit, elle est assez simple, hein, puisqu'il s'agit de combiner ces 3 éléments, le type, le descripteur, le focus. Il y a un peu de choix à faire au niveau du type, au niveau des capacités spéciales, mais finalement la création est assez rapide. Mais le nombre de combinaisons possibles est juste énorme. Bon, après, on va avoir le traditionnel chapitre sur l'équipement. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Donc, avec comment l'argent dans les années 1900. Le fait qu'il n'était pas rare de plutôt... barter, ça va être... de troquer, en fait,
Voilà. Ou d'échanger des services. Quel type de matériaux aussi, parce que évidemment, bah, on est sur une époque où bah, vous n'aviez pas de plastique ou ce genre de choses. Si on reste sur l'idée de jouer dans les années 1900. Donc ça, voilà, c'est très basique, hein, avec des exemples d'objets et de prix associés. Hein. Les armures, pour ceux qui veulent en porter. Par contre, il me semble que j'avais vu en feuilletant que, par contre, on est dans les années 1900. Hein, donc, si tu commences à te trimballer avec une grosse armure, il y a des chances pour que le shérif, il te... Comment dire, ils viennent te voir et ils te disent qu'est-ce qui se passe là. Donc pareil, les armes, évidemment. Après, dans le Cypher System, hein, c'est pas un système comme vous avez vu qui est extrêmement poussé sur la simulation. Donc les armes, en fait, elles sont très basiques. Hein. Il y a les armes légères qui infligent 2 points de dégâts et qui filent un bonus pour toucher. Il y a les armes moyennes qui infligent 4 points de dégâts. Et il y a les armes lourdes qui infligent 6 points de dégâts. Et puis voilà, c'est un peu basta. Hein. Et éventuellement, pour les armes à distance, il y a le fait de pouvoir toucher à plus ou moins long terme. Voilà, donc le chapitre sur l'équipement, il est finalement assez restreint. Et du coup, on rentre dans le chapitre suivant qui va revenir sur les règles du jeu. Donc un petit peu tout ce que je vous disais, le fait de lancer un des 20, faire supérieur ou égal à 3 fois la difficulté, et puis voilà, c'est réussi ou échoué. En même temps, quelle que soit l'époque, si un random est en armure H24, on se pose des questions. Oui, c'est pas faux, mais c'est vrai que dans notre imagerie mentale, on a souvent, tu vois, pas ce problème-là quand on imagine par exemple un cadre high fantasy. Même si c'est complètement con hein, d'avoir un personnage qui se balade en armure 24 heures sur 24, y compris dans un univers de chevalier de dragon, c'est quelque chose qui va moins nous choquer, en fait. Mais effectivement, là, ils le disent très clairement. Un type qui se balade en armure de conquistador au milieu des Appalaches en 1910. Ouais, parce que faut pas rêver, hein, des armures lourdes au début des années 1900, c'est que le mec, il a sûrement ressorti, comment dire, l'armure médiévale qui traînait dans le grenier de papy. Hein. Oui, c'est vrai, et ça me fait beaucoup rire. Bah oui, je sais, mais j'ai souvent ce truc-là. C'est on y pense, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand on joue à Donjon Dragon ou dans tout jeu associé, on n'y pense pas forcément. Voilà, le personnage, on part du principe qu'il y a une armure, et c'est un moment genre, on est au milieu d'une gros moment de roleplay où effectivement ils sont censés être à une soirée entre nobles et tout ça, et tout d'un coup on se dit mais non, ton personnage il a pas son 18 de classe d'armure, c'est complètement con, il s'est pas pointé avec son armure complète pour aller bouffer des petits fours avec Madame la Duchesse quoi. Mais voilà. Là au moins c'est explicitement dit. Bon, les concepts liés aux règles, aux personnages, hein, voilà. Mais comme j'ai dit, voilà, là, ça rentre dans le détail vraiment de comment déterminer la difficulté, comment faire le jet de dés, comment modifier la difficulté et compagnie. Mais le système de jeu, je vous l'ai expliqué en 2-2, c'est vraiment très simple, quoi. Et voilà. Et donc, on en revient à ce que je disais, c'est toujours le joueur qui jette les dés, jamais le meneur de jeu.
Et par contre, il y a les jets de dés spéciaux. Voilà, quand tu fais un 1 sur le jet, le MJ a le droit de foutre la merde, donc de faire une intrusion gratuite, sans filer de points d'XP en échange. Le 17 et le 18 n'interviennent qu'en combat pour faire un peu plus de dégâts. Le 19 va déclencher un effet supplémentaire mineur, donc soit des dégâts supplémentaires en combat si t'en as envie, soit des voilà comment dire, un petit effet bonus, et un 20 naturel, c'est un effet majeur. Par exemple, voilà, il donne des exemples. Qu'est-ce que ça peut être qu'un effet mineur? Un effet mineur, c'est peut-être tu as distrait comment dire, l'adversaire, et du coup il est gêné pour sa prochaine action. Là où l'effet majeur, ça va être peut-être carrément tu désarmes ton adversaire. Voilà. Donc on en revient sur voilà, est-ce qu'on peut réessayer une action après l'avoir ratée, comment sont estimées les distances. Pareil, c'est pas un jeu qui est pensé pour être joué sur quadrillage ou sur hexagone, hein. On est vraiment sur quelque chose de très basique, avec des distances, voilà, qui sont définies, distances courtes, longues, très longues, extrêmes, voilà. Les différents comment gérer le temps, comment gérer les rounds en combat. C'est par contre un des défauts du Cypher System, pour l'avoir déjà joué, c'est les combats sont pas passionnants. C'est de toute façon, il le disent très clairement, le combat est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est d'explorer. Et ça, depuis Numenera, hein, ça a toujours été la philosophie du Cypher System, quel que soit le bouquin. L'idée, c'est aussi pour ça qu'ils mettent en avant les cyphers, le fait de filer des objets à usage unique qui ont parfois des effets très puissants, hein, et ou très bizarres. L'idée, c'est de créer du dynamisme et tout ça grâce à ces objets particuliers. Et par contre, si vous cherchez un système avec un système de combat engageant, où va vraiment être intéressant avec des choix tactiques et tout ça, passez votre chemin. Le Cypher, c'est pas du tout fait pour ça, hein. Voilà, donc quel type d'action on peut faire en combat? Attaquer, se déplacer, attendre, défendre, faire autre chose. J'ai dit les personnages, donc c'est un peu leur réserve de points qui servent aussi de points de vie. Pour les parties que j'ai eu l'occasion de masteriser sur Numenera et The Strange, les personnages sont quand même assez résistants, hein. Ils sont, sans être surpuissants, ils sont quand même capables de bien encaisser avant de tomber. Tous les petits... Ah, il est encore là, lui. Donc tout ce qui peut intervenir en combat, tel que la visibilité, les cibles mouvantes, et ainsi de suite. Rien que du très classique, si vous avez déjà lu un jeu de rôle, hein, c'est des choses que vous avez déjà vues. Ça. L'illustration là. Il a pas l'air sympa, l'arbre. Faire autre chose. Bon, des considérations supplémentaires telles que aider un autre joueur à tirer l'attaque. Comment gérer tout ce qui est fabrication, réparation. Compris fabriquer des ciphers et des artefacts. Entre autres, si vous avez pris le focus, qui fabrique des objets puissants, hein. C'est quand même un petit peu le cœur du personnage. Mais après, tous les personnages peuvent plus ou moins fabriquer, pour peu qu'ils y consacrent un peu de temps et tout ça.
N'importe quel personnage peut créer des ciphers et tout. Donc, sachant que, d'après ce que j'ai vu, ici, les ciphers, ça va plutôt être voilà, des repas spéciaux, des bouquins qui vont vous guider, ce genre de choses. Ça va pas être comme dans Numenera où on a vraiment des, euh, des objets qui sont des reliquats en fait d'anciennes civilisations avec plein de pouvoirs particuliers. Alors ça, cette illustration-là, elle m'a fait beaucoup plaisir parce que ça représente en fait un truc qui existait aux États-Unis au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et qu'il y a un jeu de rôle qui existe sur ce sujet. C'est en fait des bibliothécaires à cheval qui allaient de ville en ville pour prêter en fait des livres et qui administrait en fait comme ça une espèce de bibliothèque errante, une bibliothèque mobile. Et du coup, bah, qui allait dans des endroits vraiment super dangereux. Hein. Bah, on a l'exemple ici des Appalaches avec les montagnes, mais ça pouvait être aussi au cœur des montagnes rocheuses et tout ça. Et du coup, il existe un jeu de rôle sur le sujet que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, qui s'appelle Horsepack Library, je crois. Celui-là aussi, il faudra que peut-être un jour je fasse un petit... Si je reviens dessus, je suis sûr que je l'ai quelque part. Par contre, dans quel fichier je l'ai rangé dans mes 20 000... Mais c'est trop stylé, Biblioblus de l'extrême. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment le genre de nana. Parce que c'était principalement des femmes. Hein. C'est surtout ça en fait qui est impressionnant quand j'ai découvert cette histoire-là. C'est que c'est en grande partie des femmes qui administraient ça. Je crois qu'il y avait quelques mecs dans le lot, mais vraiment c'était principalement des femmes. Et voilà, des femmes t'imagines, qui traversaient des déserts, qui traversaient des montagnes juste pour pouvoir prêter des livres aux habitants et revenir donc, revenir les chercher je sais pas combien de temps après. Alors je crois que c'était dans un bundle que je l'avais récupéré. Alors où est-ce que j'avais rangé le bundle qu'il y avait eu sur Itch.io pour je sais plus quel, je crois que c'était pour aider une association de droits des personnes trans, il me semble. Et je sais plus où je l'ai rangé. J'ai beaucoup. Faut vraiment un jour que je me décide à aller foutre le nez dans mon fichier de PDF là, parce que j'ai 36 000 trucs là. Ça devient autant quand c'est. Ah! Bundle solidaire, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est con, mais je vais chercher. Il me semble que c'est Horsepack Library le nom. Horsepack Library. Pack Horse Library. Et en fait, c'est le nom je ne savais pas, c'est le nom en fait du programme qui a permis à des bibliothécaires à cheval de distribuer des livres aux habitants des régions reculées des Appalaches entre 1935 et 1943. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est Bibliobus de l'extrême. Mais voilà. Et comme à l'époque, la grande majorité des bibliothécaires étaient des femmes, bah logiquement, c'était des femmes à cheval qui partaient, qui faisaient le lien du coup entre ces différentes communautés.
Allez, donc on revient sur ça. Et donc on peut totalement jouer ça dans le jeu. Donc tous les trucs liés au déplacement, au fait justement de monter à cheval, de comprendre un objet. Voilà. Le combat véhiculé. Pour ceux qui ont les moyens de se... combat de diligence. Allez, on y va. Quoique non, en 1910 et compagnie, t'as quand même les premières automobiles et tout, hein, donc... C'est bon. Voilà. Alors, c'est quoi ça déjà, l'insight? Combat de voiture si t'es super riche. C'est totalement ça. J'ai aucune idée, effectivement, combien ça coûtait à l'époque et s'il fallait vraiment être le top niveau de la bourgeoisie pour avoir une voiture. Et bon. Du coup, l'insight, c'est un truc qui est prévu pour, entre autres, éviter les scénarios qui seraient bloqués par le fait de manquer une info ou ce genre de choses. Je suis pas super fan en fait du fonctionnement. En gros, l'idée c'est de dépenser 3 points d'intellect et voilà, et d'un coup ton personnage il a un indice. Personnellement, je suis toujours partial sur le sujet que dans une enquête, il faut filer le minimum d'infos. Enfin, il faut que les joueurs aient accès à un minimum d'infos. Gratuitement, sans avoir à faire de jet de dés, sans tout ça. C'est un truc, je veux dire, on l'a. Tous ceux qui ont eu des mauvais meneurs de jeu à l'appel de Toulouse, je pense particulièrement à ce jeu-là, parce que moi, c'est ce jeu-là qui m'a marqué, mais j'ai des potes qui peuvent, entre autres, parler de moi en mal sur une certaine partie de L5R qui s'est très mal déroulée. Parce que voilà, en tant que MJ, on a tendance à penser que pour les scénarios d'enquête et tout ça, on doit faire de la rétention d'informations. Et que c'est aux joueurs de se décarcasser pour trouver en fait des solutions pour avoir les infos et tout, ou réussir des jets. C'est une idée de merde. Soyons clairs, j'en suis totalement revenu de cette idée-là. Les joueurs de jeux de rôle ne sont pas des enquêteurs, ce sont des joueurs. Et voilà, l'idée de base, c'est filer leur au moins quelques infos de base qui leur permettent déjà de les orienter. Éventuellement faire un jet pour avoir des points, des indices en plus, oui. Mais la base, ça devrait être offert pour permettre aux joueurs d'avancer. Et éviter que la partie ne stagne. Donc, après, il y a c'est pour ça que j'aime bien la philosophie des jeux de rôle Gumshoes, pour ceux qui connaîtraient, qui justement a instauré ça, où de base, filer les indices de base, et quand le personnage il a une compétence, il gagne des indices supplémentaires. Du coup, pour moi, le fait d'instaurer cette mécanique-là, qui permettrait aux joueurs d'avoir cet indice-là en dépensant des points, c'est pas le pire que j'ai vu, mais ça reste quand même plus potable que tous les jeux où c'est aux joueurs de se démerder à réfléchir par eux-mêmes. Juste pour info, 1972 voitures pour la France entière en 1900. Ouais. Sur ce, bonne nuit. Merci d'être passé ici. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir dans le chat. Passe une très bonne nuit. Et du coup, je vais continuer tout seul. Hop. En même temps, quelle idée j'ai eue de lancer ça ce soir, alors que il y a toutes les grosses chaînes de jeux de rôle qui sont en train de streamer de leur côté. J'ai pas vu, mais
sur les chaînes françaises, on a 16 îles, on a le Capharnaüm, Rollis Team, qui diffuse. Donc effectivement, bon, c'est pas comme si j'avais une grosse communauté, mais bon. Allez, reprenons. Bon, donc des principes supplémentaires sur voilà, les règles alternatives sur les gains d'XP. Voilà, comment virer les compétences et les remplacer par des backgrounds génériques. Donc, quelques règles alternatives. Le fonctionnement des points d'expérience qui, comme je le disais, ne sont pas que des points d'expérience qui vont être dépensés pour augmenter les capacités des personnages. Donc déjà, va y avoir le principe de comment gagner des points d'expérience, donc que ce soit par le fait de gérer en fait une intrusion du MJ, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le fait que le MJ dise très clairement à un moment, j'introduis une problématique, mais en échange, un rebondissement qui va vous pourrir la vie, mais en échange, je vous file des XP. Donc en fait, j'avais dit tout à l'heure, il file un XP, mais en fait, non, il en file 2. Il en file 2 à un joueur. Le joueur en garde 1 pour son personnage et il en file 1 à un autre personnage joueur. Voilà. À noter qu'une fois que, autant au début, le joueur ne peut pas s'opposer aux intrusions du MJ, une fois qu'il a des XP, il peut s'opposer aux intrusions du MJ en dépensant un XP. On va y revenir. Un autre moyen de gagner des... Ah, du coup, j'avais vu cette mécanique-là dans la deuxième édition du bouquin de base du Cypher System. Donc, les arcs de personnages. Et l'idée, c'est en gros de choisir un arc narratif pour le personnage. Et c'est moins détaillé que dans le Cypher System. Il n'y a pas d'exemple vraiment d'arc. Ok, c'est un peu dommage ça par contre. Mais en gros, voilà, définir un arc sur lequel le personnage va progresser et chaque fois qu'il progresse sur cet arc, il va gagner un XP. Et donc l'idée, c'est, ils le mettent bien ici, l'idée c'est que les joueurs évoluent dans leur arc de personnage. Ils n'ont pas forcément besoin de le résoudre. Prenons l'idée ici, par exemple, l'arc d'un personnage, c'est de se venger, je sais pas moi, du shérif corrompu qui a tué son père. Dans d'autres jeux, on s'attendrait à ce que l'arc soit résolu, c'est-à-dire qu'il ait vengé son père, peut-être pour donner... Ici, non. C'est chaque fois qu'il va aller, le personnage va avancer sur sa quête de vengeance, y compris en échouant, et ben, il évolue et il gagne des XP. Donc, on revient sur l'idée que dans le Cypher System, c'est pas en combattant qu'on gagne des XP, c'est en faisant des découvertes et en avançant dans l'histoire. Et évidemment, le meneur de jeu peut distribuer des points particuliers. Donc, l'idée, c'est comme le jeu est orienté vers le fait de défendre sa communauté, ses amis et tout ça dans un lieu qui est hostile, avec ses Appalaches remplis de saloperies, et ben effectivement, vous gagnez des XP en défendant ce qui est important. Mais vous gagnez aussi des XP en faisant des découvertes sur ce qui passe autour de vous. Ça peut être simplement découvrir un nouveau lieu. Voilà, une ville qui a été abandonnée et tout ça, que vous redécouvrez, hop, un XP. Mais bon. Et donc, on arrive à dépenser les points d'XP. Donc, les points d'XP peuvent être dépensés, comme je l'ai dit, pour un XP. Ça peut être dépensé pour empêcher une intrusion d'un meneur de jeu ou relancer un jet de dés. Donc, c'est un peu des points d'héroïsme. Ensuite, 2 ou 3 XP, ça peut servir à définir des bénéfices à court, moyen ou long terme.
Par exemple, un truc tout bête, vous, un personnage de voleur s'introduit dans un manoir, il peut dépenser 2 XP pour dire, après avoir réussi à crocheter une serrure du manoir, dire que toutes les serrures du manoir sont fabriquées sur le même modèle, et du coup, il gagne un bonus sur ses jets pour crocheter les serrures, mais valable uniquement sur ce lieu-là. Les bénéfices à long terme, c'est voilà, tu dépenses 3 XP et en échange, bah peut-être que t'as gagné un titre particulier. Tout connement, t'as été élu shérif de ton village. Voilà. Ou tu gagnes un contact. Et les 4 XP, quand tu dépenses 4 XP, là t'obtiens vraiment ce qu'on a l'habitude de trouver dans les jeux de rôle en matière d'évolution. Ça veut dire augmenter les caractéristiques de ton personnage, gagner des compétences, ce genre de choses. Et c'est en accumulant en fait ces augmentations à 4 XP que tu peux espérer monter de niveau, monter de tiers. Maintenant, et c'est là où il faut être, faut pas hésiter à en parler avec les joueurs. Dans le Cypher, faut pas avoir cette vision très montée de niveau égale beaucoup de puissance comme à Donge ou ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait avoir un personnage de tiers 1 et ça se passera très bien et votre personnage sera déjà compétent et voilà, vous allez peut-être lui améliorer un ou deux par capacité et puis c'est tout. Mais bon. Faut pas dépenser les points d'XP juste pour avoir la plus grosse, quoi. Ah si, mettre des exemples d'arcs de personnages. Cool. Donc voilà, un arc de personnage, ça peut être de devenir parent, de construire quelque chose, de créer, voilà. Par exemple, ça peut être le prêcheur qui veut absolument construire sa propre église. Ça peut être aussi voilà, la chute, jouer la chute de son personnage. Mais bon. Donc voilà, on l'a dit, ne pas jouer sur les clichés. Avec là, on a clairement un couple interracial, quelque chose effectivement qui n'est pas, on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des représentations du début du XXe siècle, même si ça commence à évoluer heureusement. Et donc là, on arrive sur la grosse partie. Hein. Il y a quand même plus de 70 pages. Puisque là, on est qu'à la moitié du bouquin, en fait. Hein. Ça va être effectivement... On est déjà à 1h30. Oh la vache. Ça va être la description des Appalaches. Donc, des Appalaches dans cet univers-là. Donc, comme ils le disent, voilà, All God of Appalachia, c'est basé dans une version alternative des Appalaches, où, du coup, les montagnes recèlent tout plein de magie, de ténèbres, de trucs bizarres et tentaculaires qui s'y trouvent. Donc là-dessus, voilà, on va pas... ça revient sur une petite histoire des Appalaches, donc à partir donc, des années 1700. On revient sur à quoi ressemblent les lieux, la météo. En gros, il y a quand même une unité, même si on l'a vu, ça recouvre un territoire immense. Il y a quand même le fait que ce soit un seul et même pays et compagnie, il y a quand même une certaine unité de, au niveau du temps et tout ça. Donc on va avoir les dangers relatifs à la nature. On est au milieu des montagnes, donc effectivement,
glissement de terrain, la faune et la flore. Et du coup, hmm. Et on commence là, voilà, parler de la magie, du fait que dans ces Appalaches-là, du coup, il y a pas le racisme et le sexisme qu'on pouvait trouver dire, dans les Appalaches de notre monde. La magie, donc on revient sur l'idée de cette magie, un petit peu de grand-mère, pas de boule de feu ici, hein. Voilà, ça va être le fait d'avoir, par exemple, des petits pentacles discrets dans la maison pour repousser les mauvais esprits, le fait d'avoir effectivement on en, on en rigolait tout à l'heure avec Irisi, le fait d'avoir mamie qui fait de la soupe, qui donne des capacités spéciales, mais c'est complètement ça, quoi. La soupe qui va littéralement soigner le corps et le cœur des différents membres de la famille. Donc voilà, avec la magie, les différentes choses, on a ce qu'ils appellent The Green. En gros, les grandes, il y a deux grandes forces, on va dire, dans cet univers-là. Il y a d'un côté The Green qui est la manifestation des forces de la vie et élémentaires, et un peu de décadence, mais qui du coup ne sont pas forcément, ne sont pas bénéfiques, hein. Faut pas croire, la nature, elle est pas forcément gentille. La, la nature, elle peut aussi bien te raser de la carte. Je veux dire, un glissement de terrain, c'est totalement naturel, mais ça va causer des dizaines et des dizaines, des centaines de morts. Du coup, la magie qui est liée au green, même si c'est une magie qui est liée à la vie, c'est pas forcément une magie bénéfique. Et de l'autre côté, il y a qui s'appelle les ténèbres internes, The Inner Dark. Et là, on est clairement dans les bestioles Lovecraftiennes. Et là, par contre, on est sur des choses qui sont pas forcément maléfiques, mais qui sont foncièrement étrangères, donc plus ou moins hostiles aux formes de vie de la Terre. Voilà ce qu'ils disent. Le Green et l'Inner Dark sont considérés par beaucoup comme étant des forces opposées, mais il est déjà arrivé que les deux travaillent ensemble quand nécessaire. Parce qu'effectivement, le Green, c'est pas le bien, le Inner Dark, c'est pas le mal. On est complètement sur une moralité en nuances de bleu et d'orange. Hmm. Et donc, voilà. Et donc, il y a encore d'autres choses bizarres qui, en plus donc de ces deux pôles, hein, il y a des choses, d'autres choses bizarres comme des fantômes, d'autres monstres qui ne sont liés ni au Green ni à l'Inner Dark qui vivent là-dedans. Du coup, effectivement, on a un point sur la prohibition, vu l'époque, puisqu'on joue au début du 19e siècle, donc de 1920 à 1933, et effectivement, on est en plein dans la prohibition si on joue à ça à ce moment-là. Comment les gens communiquent, quel genre de commerce on peut avoir, transport, et après on va avoir le détail état par étape. Donc avec à chaque fois les grandes villes, les lieux importants, et je crois qu'il y a les PNJ effectivement qui peuvent être importants. Du coup, j'en reviens vite fait sur la mise en page. Un exemple concret. Hop, vous avez un personnage qui est là, et dans la marge, vous allez avoir les informations techniques relatives à ce personnage. Toujours, voilà. Et donc, sauf quelques cas particuliers, il y a juste besoin de son niveau en fait. Donc voilà,
Je vais pas... comment dire, aller plus que ça. Ça, on va passer rapidement. En gros, ici, on est sur la grosse partie de background. Voilà, vous allez avoir énormément de descriptions de lieux, de personnages non joueurs. Donc, c'est là-dedans que vous allez piocher les idées de scénario et tout ça pour jouer là-dedans. Donc, voilà, Caroline du Nord. Sympa. Le Tennessee. J'aime bien ces illustrations-là où on a vraiment d'un côté la vie entre guillemets normale et juste en arrière-plan ce petit côté surnaturel qui vient. C'est quelque chose qu'on trouve aussi assez dans le jeu de rôle Passing from the Float, ça c'est la suite. Et Tales from the Loop, qui on joue dans des espèces d'années 80 alternatives en Suède. Et il y a aussi un petit peu ce principe-là, en fait, de mélanger comment dire, la vie quotidienne classique avec du surnaturel ou de la science-fiction dans le cas de From the Loop. Donc pareil, là, on passe rapidement. Voilà, c'est beaucoup la Virginie. Ah, du coup, je pense que c'est les suffragettes, ça, non? Square. J'ai vraiment juste survolé le jeu, hein, donc pas du tout les intrigues qui sont décrites dans la Virginie de West Virginia. Ça c'est les prêcheurs, comment dire, qui normalement font ça avec des serpents, mais là, c'est des bonnes grosses saloperies Lovecraftiennes. Dark Serpent. Oh la vache. Ah bah, Strike Anywhere. Je parlais tout à l'heure de jouer un syndicaliste et tout ça, bah, on y est là. Et donc, le chapitre sur comment maîtriser le jeu, utiliser les règles, quand les effacer, évidemment. Comment gérer les difficultés impossibles, hein, celles que j'avais parlé, le niveau 7 et plus. Être consistant, savoir faire des erreurs, savoir reconnaître ses erreurs. Donc là, on est quand même sur du très mécanique, à part les intrusions du MJ. Voilà, pour, entre guillemets, servir à la fois de rebondissement qui donne des points d'XP, mais aussi le fait d'être un outil narratif un petit peu pour relancer ce qu'on pourrait appeler faire rentrer les ninjas. Voilà, avec des exemples d'intrusion, évidemment. Le fait que les joueurs, maintenant, depuis la deuxième édition du Cypher, ils ont aussi la possibilité de dépenser des XP pour eux-mêmes, en fait, acquérir un petit peu de pouvoir narratif et du coup faire eux-mêmes des intrusions. Bon, là, on est toujours sur des... Comment dire, des notions relatives aux règles. Comment jouer les règles. On revient sur qu'est-ce qui se passe si les joueurs ratent un détail sensoriel important. Ben déjà, de base, il doit pas le rater. Donnez-le aux joueurs.
Ah. Comment gérer les capacités des joueurs. Encourager la créativité des joueurs. La gestion des ciphers. Des artefacts. Des caractères arc. Ouais, en gros, là, c'est vraiment, voilà, comment tu gères les PNJ, comment tu gères les interactions. Excusez-moi, hein, il commence à être un peu tard, là. Là, du coup, j'ai resté beaucoup plus longtemps que j'avais prévu. Voilà, il n'y a pas de règles sur les langues. Comment gérer les, les PNJ alliés. Voilà, comment enseigner les règles, comment gérer les combats. Voilà, comment créer des scénarios, gérer le rythme. Bon, là, on est vraiment sur le b.a.-ba de comment dire de comment mener une partie de jeu de rôle, quoi. Hein. Et là où ça commence à devenir intéressant, voilà, comment décrire des Appalaches alternatives, comment mettre en avant l'horreur. Ah, voilà, ça commence à devenir intéressant. Patwek mode. D'accord, c'est des règles spéciales apparemment pour faire monter l'horreur. Bon, comme d'hab, des conseils très basiques. Hein, voilà, comment préparer ta partie. Bah, tu prépares une liste de noms, une idée de vaguement du scénar et roule ma poule. Comment créer des rencontres. Comment résoudre les rencontres. On va le rappeler, le système n'est pas au cœur du jeu. Donc, effectivement, il n'y a pas cette idée de créer des rencontres qui soient équilibrées, qui soient tactiquement intéressantes pour les joueurs. Ça n'est pas du tout la base dans le cypher. Voilà, comment faire évoluer le personnage, peut-être en changeant ses descripteurs et le focus. Un exemple de partie, bon ça c'est pas basique. Les ciphers, du coup, à quoi enfin, les objets entre guillemets magiques à usage, comment dire, à usage unique. Donc il y a voilà le cipher system, explication, pourquoi les ciphers sont importants, le fait que ce soit un trésor qui soit toujours donné aux joueurs, donc ça valorise quelque part les PJ, le fait de découvrir tout le temps de nouveaux trésors. Ça permet aussi de créer des situations qui sont résolues de manière originale par l'utilisation en fait de ces objets. Donc voilà, c'est l'une des gros comment dire euh, qui est au cœur en fait du cipher system. Hein. C'est encore plus que voilà les compétences et tout ça, les capacités spéciales du personnage. Ça va vraiment être les ciphers qui vont permettre de créer des rebondissements en fait dans la partie avec des joueurs qu'il faut encourager en fait à comment dire à, à utiliser leur cipher quoi. Donc des exemples de cipher. Donc il y a de tout, hein, hop. Genre une poupée avec une, une tête, comment dire, qui est faite d'une pomme desséchée et gravée. Et donc du coup, quand tu utilises en fait la poupée pour une journée,
tous les objets qui sont à portée courte de la poupée seront protégés et quiconque la touche se prendra des dégâts égaux au niveau du cipher. Et voilà. Mais voilà, il y a tout plein de... Ça peut être tout depuis voilà, le charme de protection fabriqué par Mamie, une... comment dire... Donc voilà, les ciphers, c'est plein d'objets magiques. Et vu que ça utilise le même système que tous les jeux tirés du Cypher System, donc Numenera, The Strange, le Cypher System, et ainsi de suite, même si le meneur de jeu il épuise la liste de Cypher, et je crois qu'il y en a déjà une centaine là-dedans, il peut aller piocher directement dans un autre jeu du Cypher System. Il y en a il y a des listes complètes de Cypher, de je sais pas combien de centaines de Cypher pour quelques euros sur DirectThrough. Il y a toujours de quoi faire, quoi. Les artefacts, donc les entre guillemets vrais objets magiques qui restent sur le long terme. Donc avec à chaque fois là par contre, voilà la Broken Radio. Qu'est-ce qu'a fait la Broken Radio? Donc en gros, par exemple, la radio cassée, elle ne sert à rien pour écouter la radio, effectivement, mais en bidouillant les cadrans et les boutons de la radio, une fois par jour, elle va transmettre des informations intéressantes par rapport à la situation actuelle. Donc un bon moyen pour le meneur de jeu de donner des infos aux joueurs. Et voilà. Donc le couteau, le couteau de chasse de papa, qui peut être utilisé pour trancher dans 1,50 m de n'importe quelle matière de niveau égal ou inférieur à l'artefact. Donc ça veut dire qu'un artefact, qu'un couteau de haut niveau va trancher la pierre, par exemple. Donc toujours, là c'est des objets donc, qui restent sur le long terme, les artefacts. Donc généralement ceux-là on les file de manière plus parcimonieuse au PJ, mais c'est aussi un intérêt de leur filer puisque la découverte fait partie de l'intérêt du Cypher. Donc découvrir entre autres des artefacts, c'est aussi récompensé par des points d'expérience. Bon, allez hop, un petit bestiaire avec les créatures qui étaient utilisées surtout dans le dans le podcast. Voilà, donc il y a indiqué aussi entre guillemets l'alignement, la motivation, le nombre de points de vie, les dégâts que ça inflige, les capacités spéciales qui pourraient intervenir en combat ou en interaction. The Boy. The Dead Queen. T'as une bonne tête, toi. Mais voilà, donc le bestiaire. Ça, c'est tellement une copie du... mince. Comment il s'appelle Swamp Thing chez... le super-héros de chez DC Comics. Le note dire. Oh, oui, effectivement. C'est pas un cerf, ça. Je confirme. La motivation, de la faim pour les plantes et la chair. Il y a des... Ouais, il va vraiment falloir que je lise ça dans le détail. Il y a l'air d'avoir des trucs assez dingues quand même. Ah d'accord, donc le cerf qu'on voit un petit peu dans tout le bouquin,
C'est la chose dont le nom fait le bruit comme une tête cornée, mais comme une tête avec des bois, mais qui ne l'est pas. Je ne saurais pas comment traduire ça. Ah, ça n'a pas l'air d'être un gentil, hein. Corrompre et tourne... comment dire, et corrompre les mortels et faire avancer les objectifs de ses patrons. Les Atomic Knockers. Spécial dédicace au téléfilm tiré du bouquin de... J'ai pas lu le bouquin de Stephen King, mais j'avais lu le super téléfilm. J'avais vu le super téléfilm qui passait sur M6 à l'époque, qui était tout rediffusé régulièrement. One Piece. Star Horse. Waiting. Ah ouais. Witch. The Witch Queen. Bref. Et il y a des scénarios. Donc, il y a 2 scénarios, si j'ai bien vu. Donc, il y en a un là. On va vite fait passer pour pas vous spoiler si un jour vous faites jouer. Hein. Il y en a un là. Et il y en a un deuxième là. Et je crois que c'est tout... Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même 2 scénarios fournis avec. Donc c'est vraiment un jeu complet. Système, création de personnages, univers, bestiaire, scénario. Moi je dis carré, hein. Et donc, des informations, voilà, de quoi lire pour que ce soit en fiction ou non. Par rapport à... Comment dire, à cet univers-là, d'ailleurs. Hop, du Hellboy. Très bon choix. Musique et audio. Ah, The Descent. Le premier, hein, le The Descent 2, c'est une catastrophe. Ils reprennent du coup la checklist du consentement qui a été développée dans... Comment dire, dans Consent in Gaming. Allez, si vous lisez l'anglais, allez sur le site de Monte Cook. Du coup, il y a ce petit supplément sur comment gérer en fait les questions difficiles et comment mettre un petit peu comment construire un contrat social. Il y a pas d'autre terme autour d'une table. J'étais très déçu de voir que Black Book Edition ne l'ait pas traduit et mis à disposition sur leur site. Ils l'ont traduit et foutu dans un numéro de Casus Belli. Derrière, je peux le comprendre. Une traduction, ça coûte de l'argent, hein, mais bon. Monte Cook de leur côté, ils ont écrit un bouquin et ils l'ont mis à disposition gratuitement. Et ça aussi, écrire un bouquin, c'est pas gratuit, quoi. Donc, je trouve que Black Book aurait pu faire un effort sur ce point-là. Mais bref. Donc, effectivement, voilà. Quelle chose vous voulez absolument voir dans les parties? Quelles choses peuvent être intéressantes si... peuvent être évoqués, mais ne doivent pas être montrés directement dans l'action. Et le rouge, Hardline, on n'inclut pas du tout. On va être très clair. Si parmi vos joueurs, il y en a qui mettent green pour l'homophobie, le racisme, le sexisme et la transphobie, changez de table. Et bon. Et donc là, par contre, oh la vache. L'index, il est sauvage. On revient, hop, dessus. L'index avec que des liens hypertextes, là encore, qui ramènent directement donc à la page concernée. C'est pour ça, du coup, j'ai cliqué sans le faire exprès sur un des liens. Ça m'a renvoyé plus loin dans le livre.
Donc, je le redis encore une fois, les bouquins de Montecook, ils sont exemplaires au niveau de la mise en page du livre. Et la feuille de personnage. Voilà. Et voilà. C'était un petit peu le feuilletage de Of God of Appalachia. Et je dois dire que j'ai très hâte de le lire en complet, ce bouquin, parce que du coup, je trouve que ça a l'air super intéressant. Après, le Cypher System, je suis pas un fan absolu. Il est très intéressant parce que justement, il permet de pas se prendre la tête avec un système ultra complexe ou autre. Mais ouais, c'est pas fifou en jeu, quoi. Mais par contre, le système des cyphers et tout ça, ça amène parfois des situations vraiment cool où les joueurs te sortent une solution qu'elle t'aurait jamais pensé par rapport à une situation donnée. C'est assez génial. Donc c'est pour ça, si vous faites jouer du Cypher System, filez plein de cyphers à vos joueurs, encouragez-les à les utiliser. Ça qui est bon. Et sur ce, je vais vous dire bonne nuit. Hein. Ça fait quand même presque 2 heures. Oh la vache. Je vais uploader la vidéo sur YouTube, mais personne va regarder ça. Allez, en tout cas, s'il y a des gens qui sont encore en train de lurker et de regarder, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis à une prochaine fois peut-être.